Tout de suite, l'invité de Paris Direct. Et nous recevons ce matin Camille Etienne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes une jeune activiste pour la justice sociale et climatique. Vous avez 23 ans. Vous vous battez au quotidien pour alerter et convaincre les dirigeants de l'urgence de la situation écologique. Il faut agir et vite. Vous utilisez pour cela notamment les réseaux sociaux, votre compte Instagram Graines de Possible et votre chaîne YouTube Avant l'orage. Emmanuel Macron a été réélu pour 5 ans. Alors qu'attendez-vous du président qu'il fasse mieux, j'imagine, que ces 5 dernières années? Vous me direz d'ailleurs peut-être qu'il a de la marge? Oui, un petit peu. Disons qu'il a été condamné pour une action climatique par la justice. Et même si lui se défend en disant qu'il a payé l'inaction passée de ses prédécesseurs, ce qui est aussi vrai, on rappelle quand même qu'il a créé lui-même ce qu'on appelle la Haute Autorité pour le climat. Donc c'est lui qui a dit on va prendre des experts qui vont indépendamment voir si la politique française est à la hauteur sur les enjeux climatiques. Et rapport après rapport, le Haut Conseil pour le climat a dit que ce n'est absolument pas le cas. Donc Emmanuel Macron lui-même a dit dans son déplacement à Marseille qu'il fallait aller 2 fois plus vite que lors de son précédent quinquennat. Donc en fait, déjà rien que tenir ses promesses, ce serait un premier pas intéressant. Et malheureusement, on sait que ça n'a pas été le cas précédemment. Par exemple, avec la Convention citoyenne pour le climat, dont il a balayé au final toutes les mesures qui avaient été travaillées, qu'il avait lui-même demandé à des citoyens, à des citoyennes qui ont fait un devoir démocratique très important. Tout ça a été balayé d'un revers de main. Ce qu'il avait dit aussi déjà lors de sa précédente campagne sur l'interdiction du glyphosate n'a pas été tenu. Donc en fait, voilà, j'ai du mal à lui faire confiance sur ces mesures, sur ces annonces de dernière minute, comme le fait d'avoir un Premier ministre qui serait celui de la planification écologique. Oui. Écoutez, pourquoi pas? Je veux dire, ça, c'est une bonne idée. Ça a été défendu par Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, déjà pendant cette campagne. Simplement, j'ai du mal à croire qu'il va être capable cette fois de tenir ses promesses. Donc j'attends d'abord qu'il tienne à ce qu'il a annoncé. Et ensuite, il y a tant à faire. Justement, qu'est-ce que vous proposez? Quelles sont les priorités selon vous? Sur quoi doit s'attarder le président Emmanuel Macron? Pour moi, c'est vraiment le lien entre la justice sociale et climatique. Ça a été le gros point faible de ce quinquennat, parmi tant d'autres, mais en tout cas, l'idée de comprendre, et ça, je pense que c'est très important pour son prochain gouvernement, de comprendre qu'il n'y aura pas de transition écologique, il n'y aura pas de véritable transformation de la société si on ne la fait pas de manière juste. C'est très simple, ils ont voulu faire une taxe carbone qui était profondément injuste, où on faisait payer aux plus précaires le prix de la transition, en disant, mais très bien, vous ne pourrez plus prendre votre voiture pour venir de banlieue à Paris travailler, tant pis pour vous, vous allez payer. Et alors qu'on a notre Premier ministre qui va voter en jet privé, là où le kérosène n'est absolument pas taxé. Et ça, c'est profondément injuste. Et du coup, on ne peut pas mettre en place des mesures si elles sont ressenties par la population française comme étant pénalisantes d'abord, en fait, ceux qui ont le moins. Et je rappelle quand même qu'il y a 63 milliardaires en France qui émettent autant de CO2 que 50% de la population. D'où votre proposition ma proposition d'ISF climatique, qui n'est pas la mienne d'ailleurs, qui a été beaucoup portée par Greenpeace, par aussi Union Populaire, par d'autres candidats et candidates. Et en fait, l'idée, c'est ça, c'est de dire, plus on est responsable, plus on paye, parce que plus on est responsable de la crise, plus on est riche, moins on paye les conséquences du dérèglement climatique. Et elle est là, la double injustice. C'est-à-dire que plus on est responsable de la catastrophe climatique, plus on en est protégé. Et ça, il faut vraiment le changer. Dans un message adressé au président, qu'on a pu découvrir chez nos confrères de Brut, vous faites bien comprendre au président que vous ne le lâcherez pas, vous et d'ailleurs tous ceux qui veulent se battre pour le climat. Il y a d'ailleurs beaucoup de personnes qui vous ont envoyé des messages suite au second tour de la présidentielle. Qui sont ces personnes en fait, qui voulaient s'engager justement dans le combat? En fait, c'est très simple. On a eu quand même une dépêche de l'AFP quand on a 23 ans et qu'on reçoit une dépêche de l'AFP qui dit on a 3 ans pour inverser drastiquement les courbes des émissions suite au rapport du GIEC. Si on veut avoir un monde viable, en réalité, il n'est jamais trop tard pour que ce soit pire. Je pense qu'on n'a même pas besoin d'attendre ça pour commencer parce que derrière chaque dixième de degré, il y a des vies en jeu, qu'elles soient humaines ou non humaines. Mais quand on reçoit ça, qu'on voit qu'on a un président qui, pendant 5 ans, n'a rien fait, voire a reculé sur certaines avancées climatiques. On n'en parle absolument pas dans le débat même de l'entre-deux tours. On parle quelques minutes du climat et en réalité, on parle que du nucléaire et de l'énergie. On ne parle pas des agriculteurs, de nos sols, des transports. Donc en fait, on se dit, très bien, on ne va pas pouvoir se permettre de les attendre. C'est-à-dire qu'on va devoir, nous, la société civile, être ce contre-pouvoir fort. On va devoir s'emparer des solutions concrètes, des initiatives locales. Et pour ça, comment est-ce qu'on fait? J'ai reçu beaucoup de messages de jeunes, de moins jeunes aussi, de gens vraiment de tous les niveaux sociaux, ce qui était assez dingue, et même de partout en France, en fait. C'était absolument pas centré spécialement sur Paris.
Et il me disait, mais qu'est-ce que je fais? Et donc, je me suis dit, OK, il faut qu'on fasse une plateforme. Ce qu'on a fait, ça s'appelle un Discord. C'est simplement un endroit où on peut discuter entre toutes les associations qui ont besoin de main-d'œuvre, ont besoin de gens qui viennent les aider, ont besoin de fonds, parfois de dons. Et puis, ces personnes qui veulent aider ou qui veulent trouver autour d'eux des gens qui pensent comme eux et qui vont pouvoir ensuite monter des initiatives concrètes locales parce qu'on n'a vraiment plus le temps. Qu'est-ce qui a, selon vous, manqué et qu'est-ce qui manque aux politiques, justement? Pourquoi est-ce que, pourtant, quand on voit l'urgence climatique, le rapport du GIEC, vous en parliez, le troisième et dernier volet, il est alarmant, comme à chaque fois. On a 3 ans pour baisser, arriver à 1,5 degré. Quand on voit les chiffres, on se dit, mais pourquoi les politiques ne prennent pas la mesure de ce qui est en train de se passer? C'est une question qui m'obsède. Je ne comprends pas pourquoi. Honnêtement, tout le monde n'est pas en train de paniquer, de sortir dans la rue, d'arrêter tout ce qu'on est en train de faire. Et j'ai l'impression de voir un espèce de tsunami qui arrive et qu'on est quelques-uns à le voir et que les gens continuent tranquillement d'aller rester sur les terrasses de café. Je trouve ça hallucinant. Et en même temps, je pense que ce qui manque, en tout cas vraiment à ces dirigeants, c'est de l'humilité. Pourquoi? C'est parce que c'est très compliqué pour eux d'intégrer que oui, l'homme ne va pas être capable de tout sauver par son génie, par sa technologie, et que non, il va réellement falloir être dans la sobriété énergétique, qu'il va réellement falloir regarder les solutions que nous offre la nature, qu'il va réellement falloir mettre une pause et ralentir. Et ça, c'est extrêmement difficile pour des personnalités qui sont nées dans cette idée d'une croissance infinie, d'une puissance totale. Et ça, je pense qu'il y a vraiment une question même philosophique à résoudre. Alors, vous parlez de ce tsunami qui arrive. J'aurais envie de comparer ça avec le film qu'on a vu de DiCaprio, Don't Look Up, où cette comète arrive sur la Terre. Et puis, en effet, la vie continue, en tout cas pour beaucoup de gens. Alors, vous avez décidé de mettre une mobilisation en place. Ça s'appelle Look Down, regardez en bas, pour défendre les profondeurs. C'est en référence, encore une fois, à ce film avec Leonardo DiCaprio. On va regarder tout de suite un extrait de la vidéo qu'on peut découvrir sur votre compte Instagram et on en parle tout de suite après. Ceci n'est pas un trou noir. Un film Disney sur l'espace. Ou encore le fin fond du cerveau de Solène. Ah oui, d'accord. Ce sont les abysses. Les profondeurs de notre océan. On le croit vide. Jusqu'à ce qu'on commence à s'y intéresser. Les abysses désignent une zone océanique qui englobe tout ce qui se situe en dessous de 200 mètres de profondeur. Alors, je rappelle que cette vidéo, vous l'avez faite après le One Ocean Summit à Brest, puisque c'était le premier sommet mondial sur l'océan. Et encore une grosse déception de l'État français, de la part de l'État français, puisqu'il concerne l'exploration et l'exploitation des faux marins. Le moratoire n'a pas été signé. Alors, où en est votre mobilisation ? Là, on va aller à Lisbonne bientôt, parce qu'il y a un nouveau gros sommet qui existe. Et en fait, ce qui est assez dingue, et pourquoi on a appelé Look Down, c'est parce que pour ceux qui ont vu le film, et je ne vous spoil pas grand-chose en disant ça, c'est simplement qu'on avait vu des météores rares sur une comète, et là, en fait, on a trouvé au fond de nos océans, alors que c'est une surface qu'on connaît moins que la Lune. Donc, on ne connaît absolument pas les images que vous voyez. On n'a pas la connaissance, même scientifique, pour savoir qu'est-ce qu'on va ou non menacer. Et en fait, les océans, c'est quand même notre principal allié face au dérèglement climatique, parce qu'il absorbe une énorme partie de notre carbone, de notre CO2. Et donc, en fait, en allant avec des énormes machines racler les fonds marins pour du profit, finalement, on risque peut-être de libérer dans l'atmosphère le CO2. Donc, c'est extrêmement dangereux. Et du coup, c'est pour ça qu'on demande à ce que la France rejoigne un moratoire. Il y a par exemple l'Espagne, donc ça, c'est une très bonne nouvelle, qui a rejoint par un décret royal le moratoire. Donc, c'est-à-dire, on va se laisser quelques années, 10 ans, voire plus, pour que les scientifiques avancent. C'est le minimum requis. Et la France, en fait, qui est quand même une énorme puissance maritime, ne refuse de rejoindre ce moratoire. Donc là, ce qui est très important de comprendre, c'est que nous, on fait beaucoup de lobbying en interne, etc. Mais tant que la société civile ne s'est pas saisie réellement de cette question, parce que ça peut paraître complexe, loin de nous, les océans, on ne connaît pas trop, alors que pourtant notre vie en dépend. Et donc, c'est vraiment important qu'on s'en saisisse et qu'on puisse dire ce que vous faites, on vous voit, on vous regarde et on ne vous laissera pas tranquille encore une fois. Les premiers projets peuvent commencer dès juin 2023 dans la zone Clinton-Clipperton. C'est demain. Donc c'est vraiment demain. Donc on a vraiment besoin qu'on s'en saisisse de cette question. Vous dénoncez également le double jeu de la France dans le projet ICOP. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est ce projet et que fait Emmanuel Macron ? Merci d'en parler parce que encore une fois, ça m'étonne à quel point c'est la
plus grande, à mon sens, bombe climatique et sociale de notre génération, et à quel point on en parle très très peu. Ce qui se passe, c'est assez abominable, c'est-à-dire qu'on a Emmanuel Macron qui annonce vouloir être une des premières nations à sortir des énergies fossiles. Par ailleurs, il a écrit une lettre au président ougandais à sa réélection pour lui dire « Count on me for EACOP ». EACOP, c'est quoi? C'est le East African Crude Pipeline. Comptez sur moi pour Comptez l'EACOP. sur moi, voilà, il trouvait que c'est un super moyen de renforcer la coordination entre la France et l'Ouganda. Qu'est-ce que c'est? C'est Total, une entreprise française qui est en train de construire le plus grand oléoduc chauffé au monde. C'est 34 millions de tonnes de CO2 par an, qui seraient engendrées, surtout des centaines de milliers de personnes qui doivent partir de leurs terres, laisser tout, alors que l'Ouganda est un pays très agricole, donc les populations sont attachées à leurs terres. Il n'y a aucune compensation de la part de Total. Il y a des violations des droits humains qui sont faites sur place, qui sont dénoncées par des ONG. Je veux dire, on passe à travers le lac Victoria, donc si jamais il y a un trou dans la pipeline, c'est 40 millions de personnes dont la sécurité alimentaire est menacée. Donc ce qui se passe, c'est extrêmement grave. Et Total continue à faire ce projet. Donc nous, on s'attaque aux banques pour qu'ils ne puissent plus avoir de financement, aux actionnaires très bientôt. C'est pour ça que je serai à l'AG de AXA en quittant ce plateau, mais aussi surtout au soutien diplomatique d'Emmanuel Macron qui est extrêmement silencieux sur le sujet. Pour l'instant, on n'en parlait pas trop, donc il se cachait derrière on ne soutient pas financièrement, mais en fait, son soutien diplomatique est extrêmement fort et c'est peut-être le tout début de ce qu'on commence à découvrir. Donc on a encore une fois vraiment besoin de toutes les forces, que ce soit journalistique, que ce soit de la diplomatie, que ce soit même populaire. On a vraiment besoin de se servir de sujet parce que pour moi, c'est une ligne rouge qu'on ne peut ensemble pas franchir. Merci beaucoup Camille Etienne d'avoir été avec nous. On vous souhaite bonne chance pour la suite et merci aussi de prendre ce combat à bras-le-corps parce qu'il faut bien en effet que la jeune génération s'en préoccupe. Sachez qu'on est quand même certains de la plus vieille génération à s'en préoccuper aussi.